Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast. On est en 2024, mais on a pas mal d'œuvres littéraires qu'on aimerait vous présenter, des œuvres qui nous ont vraiment plu en 2023. Donc, soit on pourrait voir cet épisode comme étant un top 2023, ou alors comme des recommandations pour l'année nouvelle. J'ai le plaisir d'avoir Thibaut avec moi. Comment ça va, Tim? Salut Max, ça va très bien. Pour cet épisode, comme pour les précédents, quand on parle de rétrospective, on a un top qui est bien précis. Cette année, ce qui m'a vraiment plu, c'était de pouvoir lire à nouveau Sylvain Tesson. Donc Sylvain Tesson, c'est un caractère très spécifique. Donc c'est quelqu'un qui parfois peut donner un peu des airs d'être quelqu'un de misanthrope, mais qui a aussi une très belle plume, un vocabulaire très précis, très châtié, et chaque fois de belles réflexions. Ça reste à chaque fois un plaisir de le lire. Et j'ai eu l'occasion de lire 2 livres cette année qui m'ont marqué. Le premier, c'est Panthère de neige. Et pour moi, là, c'est vraiment la patience d'un aventurier. On va voir que Tesson va nous conter son périple dans les méandres, dans les plaines, dans les montagnes du Tibet pour tenter de surprendre une ou plusieurs panthères de neige. Et il va voyager avec Vincent Munier, qui est photographe animalier. Ils sont aussi très bons potes depuis pas mal de temps. On va les surprendre à discuter avec, par exemple, Tesson qui raconte qu'il pensait que cette panthère avait disparu. Munier à cela répond que c'est ce qu'elle aimerait faire croire, qu'elle a disparu pour pouvoir vivre en paix. J'ai trouvé que c'était une œuvre pleine de belles réflexions, de magnifiques passages, un récit aussi sur la résilience. Il faut pouvoir se caler entre les rochers, ne pas bouger pendant des heures, guetter l'horizon, essayer d'analyser la roche pour essayer de trouver cette panthère. Donc il faut vraiment la patience, de la résilience. C'est aussi une œuvre naturaliste et écologique, avec certaines réflexions sur les habitats qui périclitent, et ça se voit même au Tibet. Et alors il s'est noté que cette expédition a fait l'objet d'un documentaire qui est tourné donc par Vincent Munier et Marie Amiguet, un documentaire qui est disponible sur Arte. Il y a quelques jours, il était encore disponible sur Arte et il a obtenu le César du meilleur documentaire en 2022. Ça reste donc quelque chose qui, d'après moi, vaudrait vraiment la peine d'être vu. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de lire La Panthère des Neiges, je pense que c'était en 2022, et il a obtenu d'ailleurs le prix Renaudot pour ça. Donc si le documentaire avait obtenu un prix au César, le livre lui-même avait aussi obtenu un prix. Je te rejoins entièrement en fait sur tout ce que tu as dit. Il y a aussi énormément de références en fait. Donc ce qui fait que en fait, Tesson, c'est pas spécialement facile à lire, il faut bien se le dire, mais malgré tout très plaisant à lire, quoi. En fait, le livre aussi fait vraiment l'éloge de l'affût. Donc l'affût, on peut se dire, ce sont des chasseurs quand ils veulent vraiment aller tuer leur proie finalement. Sauf que ici, évidemment, l'affût n'a aucun but de tuer, c'est juste voir la nature finalement. Ça aussi, je trouvais qu'il était intéressant, pas dévoyer, mais en tout cas de voir l'affût comme finalement quelque chose de différent, en tout cas qui ne doit pas mener à tuer l'animal, quoi. Et un moment qui m'a plu également, c'est de retour, je pense que c'est soit de retour en France. Oui, Vincent Munier regarde ses photos et tout d'un coup, il se rend compte qu'il a pris une photo où se trouvait la panthère qu'il observait. Il ne n'était pas du tout rendu compte, et c'est uniquement par après, en analysant les clichés, que par hasard, il voit, je pense, un aigle sur la photo, et c'est pour ça qu'il avait pris ce cliché. Et en analysant une deuxième fois, une troisième fois le cliché, il voit par hasard des oreilles et des yeux, un regard qu'il observe. Oui. Oui, il faut voir la photo, parce qu'ils en avaient d'ailleurs beaucoup parlé quand ils avaient fait la tournée, quand la promotion du livre avait été faite. Moi, je me rappelle que Sylvain Tesson avait parlé de ça. On peut trouver la photo et voir effectivement juste un petit bout de la tête qu'on devine, mais il faut quand même assez bien regarder, quoi. Donc ça, c'est un fameux clin d'œil, finalement aussi. Oui, avec un pelage qui sert vraiment de camouflage. C'est assez impressionnant par rapport au rocher. Et alors, le deuxième, sans transition sur Sylvain Tesson, c'est Sur les chemins noirs. Dans cette œuvre-ci, Sylvain Tesson, malheureusement, est contraint d'être alité suite à une chute d'un toit. Ça a été causé par un mélange de malchance, de maladresse et d'alcool. Il escaladait le chalet d'un ami. Et la Providence lui offre cependant une seconde chance, donc bien qu'il faille désormais commencer à approcher la vie de manière différente, un peu plus lente. L'alcool est désormais proscrit, ou il vaut mieux le limiter. Les activités physiques, il faudra voir au cas par cas, mais marcher, oui, cela volontiers. Et donc,
ce qu'il a décidé de faire, c'est d'entreprendre une merveilleuse aventure. C'est ce qu'il fait toujours avec brio. Et il va traverser la France en diagonale, en commençant par le sud-est et en terminant par le nord-ouest, en n'empruntant que les chemins noirs indiqués sur les cartes, une sorte de cartographie bien spécifique, les cartes IGN, 1/25 millième. Il commence cette aventure dans le Mercantour. Il va l'achever sur les côtes du Cotentin. Et ces chemins noirs, ce sont ces sentiers, ces pistes, cette trace historique de la France rurale. Ils vont lui permettre de redécouvrir un petit peu ses capacités physiques de marcheur et aussi de profiter de l'écoulement du temps, du silence, de l'immobilité, en étant bien loin de la société mondialisée. Moi, ces chemins noirs m'ont aussi évoqué une sorte de pain noir qu'il a dû manger, acceptant cette nouvelle réalité physique, avec des centaines de kilomètres, des rencontres spontanées, des réflexions personnelles sur la marche du monde, sur la vie, sur la nature, avec de temps à autre un côté misanthrope, ou alors plutôt l'amour sans limite de la nature et un petit peu le rejet des villes et des êtres. Donc il a un style qui est reconnaissable. J'ai eu l'occasion maintenant de lire déjà, c'est peut-être mon troisième ou mon quatrième. C'est toujours un plaisir de le lire. Et à noter aussi, donc on parlait de documentaires. Dans ce cas-ci, il y a un film qui est sorti en 2023 avec Jean Dujardin dans le rôle de Sylvain Tesson. Alors, puisque Sylvain Tesson est reconnu comme l'écrivain un peu du voyage, moi je propose qu'on voyage aussi un peu. Et je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le temps de l'indulgence. Et l'auteur s'appelle Vijay Madhuri. Et donc, je ne sais pas si elle est vraiment de nationalité indienne, mais en tout cas d'origine indienne. Et donc, le roman se passe en Inde. Alors, c'est sorti en 2019, mais traduit en français en 2021. J'ai un tout petit éditeur qui s'appelle Faubourg Marigny, que je ne connaissais pas du tout. Donc, notre podcast, c'est peut-être aussi l'occasion de mettre en lumière des petits éditeurs comme ça, donc Faubourg Marigny. Et c'est un premier roman. Alors, ça raconte en fait l'histoire d'une fille de 30 ans qui a un emploi qui la passionne pas et qui, on va dire, manque un peu de sens à sa vie, surtout depuis que sa mère est morte. Sa mère qui a toujours été pour elle une personne extrêmement importante parce que extrêmement présente, avec un très fort caractère, souvent méchante aussi quand même. Et donc, depuis toute jeune, en fait, cette fille a été fascinée par sa mère et le fait est que donc, sa mère est morte et du coup se retrouve presque sans but et se pose des questions sur pourquoi, je pense que c'était un suicide, mais en gros, on ne comprend pas très bien comment elle en est arrivée là. Et alors, elle va accomplir en fait une sorte de voyage initiatique en fait, en rejoignant le Cachemire. Et pourquoi le Cachemire? Parce que donc, oui, ça se passe évidemment, j'ai oublié de le préciser, ça à Bangalore, dans un milieu plutôt privilégié. Donc là, c'est partir quand même assez loin. Elle qui n'a jamais voyagé, puisqu'elle faisait partie de ce milieu assez protégé finalement. Alors pourquoi partir au Cachemire? Parce qu'en fait, elle sait que c'est là que vit un certain Bachir Ahmed. Bachir Ahmed qui en fait était un vendeur ambulant. Et quand elle était petite, elle se souvient de ce vendeur qui était venu une première fois chez ses parents. Donc son père travaillait, n'était pas là, mais sa mère l'avait accueilli. Et alors qu'avec son caractère très difficile, normalement, elle aurait dû le remballer et claquer la porte au nez. Elle l'avait accueilli et il était rentré, il avait montré ses tissus. Je pense qu'elle ne lui avait rien acheté parce que de toute façon, elle gardait son foutu caractère. Mais ils avaient parlé longuement. Et plus tard, en fait, Bachir Ahmed va revenir parce qu'elle l'avait invité à revenir à la maison. Et voilà, comme ça va devenir un invité habitué de la famille, jusqu'au jour où il ne reviendra plus. Et donc, la jeune fille qui est devenue femme maintenant, qui a 30 ans, se dit finalement, voilà quelqu'un qui connaissait très bien ma mère. Et donc, je vais essayer d'aller le retrouver. Sauf qu'elle ne sait pas du tout où il habite, ni même s'il est toujours vivant. Donc, elle accomplit comme ça ce voyage initiatique. Elle va arriver au Cachemire, qui est en fait une province dans laquelle il y a d'énormes tensions, quelque chose dont on ne sait pas toujours très bien, dont on ne parle pas beaucoup en tout cas chez nous. Mais donc, il y a une zone de conflit en fait entre l'Inde et le Pakistan. Et la zone est en fait complètement militarisée. Et donc, elle va découvrir tout ça, et elle, avec sa naïveté, et ses réflexes bourgeois, entre guillemets, être confrontée aussi à une certaine pauvreté. Et en fait, va faire face à de l'incompréhension en fait, de la part de ceux qu'elle rencontrera, mais elle-même aussi aura peut-être un peu de mal à trouver sa place. Mais bon, l'occasion en tout cas pour elle de vivre autre chose et de retrouver un peu de sens à sa vie. Voilà, donc le livre a été extrêmement salué. Meilleur livre de l'année selon le Washington Post. Plusieurs grands journaux anglais ou américains l'ont vraiment mis en évidence quand il est sorti. Alors moi, je crois que c'était vraiment intéressant déjà de découvrir cette réalité Cachemire que moi je ne connaissais pas. Je savais vaguement qu'il y avait un conflit entre les deux pays, Inde et Pakistan, mais pas au-delà. Et
Et de voir comme ça cette fille, voilà, devoir se trouver, je trouvais que c'était aussi touchant par moment. C'est pas toujours facile, il y a pas, c'est pas toujours facile, mais en tout cas déjà c'était assez épais, donc a déjà assez bien abouti pour un premier roman. Et voilà, c'est un livre qui se passe en Inde, donc avec une écrivaine d'origine indienne. On a rarement l'occasion d'évoquer aussi des écrivains de ce pays, donc je sais bien que l'auteur ne vit plus là-bas en Inde aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne se réclame pas indienne, mais néanmoins, elle a quand même quelque chose. Donc, mais c'est donc intéressant d'avoir, je trouve, un roman qui se passe là-bas. D'accord, et c'est un premier roman, donc Oui, c'est un premier roman. Aussi. Et tu en as entendu parler via les éloges En fait, aux US ou... il y a parfois des hasards, mais celui-là, je l'ai trouvé à la librairie et j'aimais bien la couverture, donc je l'ai retourné. Tu vois, c'est simplement venu comme ça. Donc la 4e de couverture me plaisait. Et alors, directement, il était vendu, entre guillemets, comme meilleur livre de l'année selon le Washington Post, etc. Donc voilà, forcément, quand tu vois que c'est un premier roman et qu'il est aussi bien vendu, entre guillemets, en tout cas apprécié, voilà, tu dis que ça vaut quand même la peine de le prendre, quoi. D'accord, ok, une belle découverte. Alors, pour peut-être passer un tout petit peu plus au nord de cette région, pour rentrer en Russie, je vais vous parler de Confessions de Tolstoï. C'est en fait une plongée dans l'univers de Léo, donc la personne qui se cache derrière Tolstoï. On va le suivre et on va voir que dès son plus jeune âge, il a une sorte d'épiphanie. La religion, ce n'est pas pour lui. La religion, comme elle est enseignée, comme elle est suivie au sein de la société, il se désintéresse de ce sort de conte de fées, il l'indique de cette manière, et préfère lui le réel, l'humain. Et au fur et à mesure que sa carrière va progresser, il commence à être pris de doutes et aura une certaine réflexion sur le sens de la vie. Et lors de cette réflexion, il va reconsidérer la place de la foi orthodoxe dans sa vie. Il aura une réflexion aussi où il va diviser le sens de la vie en 4 grands groupes. Donc, je ne vais pas spoiler ici la manière dont il le fait. Et il va passer en revue les arguments, le pour et le contre dans chaque catégorie pour au final bien se faire une idée. C'est une œuvre plutôt mélancolique, avec aussi un côté philosophique et moral. Si je ne me trompe pas, il va aussi expliquer sa transition vers le végétarianisme, estimant par exemple que de son point de vue, il ne peut imaginer autrement, qu'il refuse cette cruauté envers les animaux. Une œuvre très honnête, différente, évidemment, et plus courte que ce qu'on a l'habitude de lire quand on parle de Tolstoï. Peut-être le genre de récit qu'on peut recommencer et lire de temps à autre quand on décide de faire une pause, quand on décide de mettre les autres chapitres de la vie en pause, de respirer un moment et de repasser en revue les confessions de cet auteur. C'est long? Non, je crois que c'est une centaine de pages. C'est Ah oui. 100 pages, plus ou moins. 100, 120. Donc, parler de respiration, effectivement, alors est tout à fait approprié. Oui, c'est un livre aussi un petit peu à cœur ouvert. Et je crois, ça démontre aussi l'humilité de l'homme, parce que je ne sais pas si tu connais son histoire. Il vient de l'aristocratie et puis au fil du temps, il a développé une sorte d'humanisme et aussi il s'est senti proche de son prochain, sans que ce soit religieux, mais il se sentit assez proche de son prochain avec une approche assez sociale des choses à une époque où cela commençait à peine du côté de l'Europe de l'Ouest. Ouais, c'était un petit peu sa vision des choses. Très bien. Alors peut-être pour aller un peu en opposition justement avec ce que tu viens de dire, donc moi j'ai un livre qui parle, pour qui en fait des gens qui ne sont pas du tout religieux, pas du tout, voilà, ne croient pas en Dieu, ou si ce n'est que leur seul Dieu c'est peut-être l'argent. Et donc le livre s'appelle Trust. Et c'est un auteur qui s'appelle Hernan Diaz et qui est américain. Et c'est sorti cette année, donc c'est en 2023. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un roman tout récent et qui a obtenu prix Pulitzer. Donc c'est une des plus grandes, si pas la plus grande distinction des romans écrits en langue anglaise. Et le roman est en 4 parties. Donc dans la première partie, on a l'histoire d'une sorte de riche héritier qui se construit en fait un empire. Et on est dans les années, au début, fin des années 20. Et alors apparemment, ça allait d'être quelqu'un qui a beaucoup de sens, qui sent venir les choses. Donc il réussit beaucoup de coups en bourse. Et même, alors que ça se passe sur plusieurs années, donc même pendant la Grande Dépression, par exemple, il arrive à se faire de l'argent parce qu'il avait senti. Il a réussi à vendre ses positions au bon moment et puis à parier sur la chute de certaines actions. Et donc voilà, donc c'est toute une certaine gloire, on va dire, du capitalisme. Et puis aussi, donc, au long de sa vie, il va rencontrer, on va dire, une jeune fille dont la mère
voulait absolument mettre le grappin sur quelqu'un de particulièrement bien en vue à New York. Donc ils vont finalement se marier, même si c'est plus un mariage de raison qu'un mariage heureux, puisque lui, pas très intéressé par ça, et elle va finir par devenir en fait un peu folle et devoir séjourner dans une sorte de sanatorium en Suisse, alors que son père à cette jeune fille justement avait aussi dû être interné. La première partie se finit comme ça, et puis donc dans la deuxième, de manière assez perturbante, on revient à la fin des années 20 avec de nouveau un riche comme ça, héritier, qui de nouveau se construit un empire, sauf que c'est rédigé comme une autobiographie, et donc à la première personne, mais cette personne ne porte pas le même nom. On a toute une série de détails en fait qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est une personne assez similaire qui vit au même moment, et pourtant c'est quand même pas la même. D'ailleurs aussi c'est quelqu'un là pour le coup, autant dans la première partie on avait un récit assez distancié, mais en tout cas neutre. Autant dans la deuxième, l'autobiographie, c'est vraiment à sa propre gloire qu'elle a été écrite. Donc voilà, on a aussi une différence de ton. Et en fait, donc on a 4 parties. Et dans la troisième partie, on a, là ça commence, c'est en tout cas une journaliste qui enquête sur le personnage qui était au centre de la deuxième partie, donc de l'autobiographie. Je m'arrête là parce que évidemment, tout ça évidemment va bien s'imbriquer. J'étais un peu, au début, je dois bien avouer que j'étais un peu perturbé parce que c'est pour ça que j'ai choisi de vous raconter un peu la manière dont moi je l'avais vécu avec cette deuxième partie étrange. Et puis, troisième, on passe de nouveau à autre chose. Donc, au début, un peu perturbé et j'avais presque envie de dire oh là là, voilà quelqu'un qui veut juste montrer tout son brio et qui se regarde un peu écrire, comme on parle de gens qui sont en train de s'écouter parler. Mais là, voilà, on avait sans doute un écrivain qui croyait très fort dans ce qu'il faisait, en oubliant peut-être d'embarquer les lecteurs, mais pas du tout. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que petit à petit, on comprend pourquoi ça a été construit de cette manière-là, et tout prend sens. Donc on se retrouve finalement avec, moi ce que j'aime beaucoup chez les auteurs américains, donc quelque chose de très construit, mais en apparence, on ne sent pas toute la construction. C'est seulement petit à petit qu'on voit tous les fils que l'auteur a pu placer tout au long des pages. Ici, on n'est pas dans un premier roman, on a quelqu'un qui a beaucoup plus l'habitude d'écrire, mais très très abouti. Ça dit aussi quelque chose de la société américaine avec ce culte de l'argent. Voilà, donc de nouveau, c'était un auteur que je ne connaissais pas. Donc là, si tu me reposes la question comment es-tu tombé dessus, mais là, pour le coup, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et de toute façon, l'étiquette prix Pulitzer, je pense, voilà, suffit aussi à attirer, quoi. Il n'y a rien à faire, les prix littéraires, ça reste une bonne source un bon moyen, en tout cas, d'avoir des idées de lecture. Et je l'avais vu passer parce que je ne me rappelle pas l'avoir rajouté aussi à ma liste. Et je suis content de voir que tu l'as lu au final. Juste une question, quelle est la place de la confiance dans ce livre? Parce qu'on parle de trust, c'est le titre. Ouais, c'est un peu plus Comment est-ce que tu peux l'expliquer? Sans trop spoiler, peut-être. Honnêtement, c'est pas spécialement évident, hein. En fait, la journaliste, je pense qu'on sent la question de la confiance effectivement au moment de la troisième partie de la journaliste, parce qu'il y a une relation de confiance qui doit se créer sans vouloir rentrer un peu plus dans les détails. Donc, je dirais il y a de ça. Et puis peut-être que ça fait aussi référence au terme plus boursier, capitaliste, à un trust comme aux États-Unis. Donc, moi, je pense que ça joue un petit peu sur les deux registres. D'accord. Alors, si on parlait de confession un petit peu plus tôt avec Tolstoï, il y a une autre confession. C'est peut-être la plus belle série ou la série la plus connue de ce côté-là. Si on parle d'introspection, c'est l'œuvre de Karl Ove Knausgaard. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah non, pas du tout. Alors, il a créé une série littéraire, vraiment un monument. C'est fait de probablement 7 tomes. C'est l'équivalent, non, je ne vais pas oser dire que c'est l'équivalent de la recherche du temps perdu, mais c'est plutôt une recherche introspective que fait cet auteur par le nombre de volumes et par le côté imposant de cette œuvre. C'est ce qui m'a poussé à faire ce parallèle. Donc, Karl Ove Knausgaard, il a quitté sa Norvège natale. C'est le deuxième tome de la série, donc j'ai eu l'occasion de lire le premier il y a quelques années, ça m'avait bien marqué. Ce deuxième ici, il se concentre en fait sur son amour, donc sur sa compagne, sur le fait qu'il ait quitté sa Norvège natale pour émigrer en Suède, donc pas très loin non plus. C'est un récit qui va transmettre toute sa détresse, son désarroi. C'est un auteur qui en fait se met à nu très rapidement. Il partage ses faiblesses, les faiblesses d'un homme qui est parfois un petit peu vieille école,
qui tente aussi de s'adapter au style de vie de nos jours, style de vie qui peut être métrosexuel, qui peut être un petit peu un style de vie différent peut-être de ce qu'il avait l'habitude de vivre par le passé. Et il a des complexes dans les rapports humains. Il ressent une certaine perte progressive, par exemple, de sa puissance physique, qui fait, selon lui, partie de sa masculinité. Donc, on a un côté vieille école, comme je disais, pas pour autant misogyne. C'est le récit aussi d'un homme qui se sent souvent émasculé. Par exemple, il pousse des landaux, il fait aveu de faiblesse lorsqu'il s'agit d'employer sa force physique, comme il lui arrive notamment quand il est censé délivrer sa compagne qui est bloquée aux toilettes lors d'une fête chez des amis. Il ne parvient pas à libérer sa compagne et tout d'un coup, c'est un petit peu la crise en interne pour lui. Il y pense, il écrit, il nous partage ses sentiments. Il frissonne par exemple à l'idée qu'il pourrait se faire mettre en miettes dans un univers parallèle où la violence serait omniprésente. Et donc tout cela forme un second tome de cette série autobiographique, Mon combat. Donc il y a peut-être un clin d'œil à l'histoire. C'est un combat, heureusement, qui ne mènera pas à la Troisième Guerre mondiale, mais c'est un récit à cœur ouvert, je dirais foncièrement honnête, et aussi un récit d'un homme vulnérable, un homme du XXIe siècle qui se cherche. Donc, j'ai pour objectif de lire un troisième cette année. Je te tiendrai au courant. Très bien. C'est drôle parce que justement, dans le livre que j'avais quelque chose qui fait un peu écho à ce que tu viens d'expliquer, qui n'est pas pour le coup autobiographique. Enfin, peut-être, l'auteur, je pense, dans des interviews, a expliqué que oui, il y avait une petite, voilà, il y a des liens avec sa vie, mais en tout cas, c'est pas du tout sa propre histoire. Et donc, ça s'appelle Les Nageurs de la Nuit, et c'est un premier roman, de nouveau, de Thomas Jedrowski, qui est en fait un auteur, je pense qu'il est de nationalité, enfin je sais pas si c'est sa nationalité, en tout cas il est d'origine polonaise, il est né en Allemagne mais de parents polonais, et alors il vit actuellement en France. Donc il a eu l'occasion d'ailleurs d'habiter un peu en Pologne, mais plus actuellement. Et donc là on est en 1980 en Pologne. Donc le narrateur s'appelle Ludwig et il écrit en fait, on sent qu'il il écrit en fait plusieurs années après des faits qui se sont passés en 1980 plutôt. Et il parle donc ce qu'on devine très vite être son amour en fait, donc un homme, Janus, et il lui écrit en fait donc à la deuxième personne, donc en utilisant le tu, de l'étranger, parce qu'il a dû quitter la Pologne. Bon, on devine pas très difficile de deviner pourquoi ça a dû se faire. Mais donc en fait, Ludwig et Janus se sont rencontrés donc lors d'un un camp d'été, puisque donc en 1980, on avait des camps de travail encore, puisque tous les travailleurs devaient apporter leur contribution au glorieux État communiste. Et tout le monde, donc c'est-à-dire comme ça, évidemment, on n'a plus de distinction aussi de classe sociale ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Voilà, comment est-ce qu'ils se rencontrent en fait? Ben, c'est Janus en fait avait l'habitude d'aller nager dans un lac, d'où le titre Les nageurs de la nuit. Et c'est là en fait que Ludwig va le rencontrer. Et, c'est un peu une éducation sentimentale qui se joue là, parce que ben, il se cherche un peu et on ne va pas, on ne va pas avoir, ils vont pas tout de suite tomber dans les bras l'un de l'autre. Ça va se construire petit à petit, avec beaucoup de délicatesse, et autour d'un roman en fait aussi que eux lisent. Je ne sais plus lequel avait commencé à le lire, qui s'appelle, je pense, La Chambre de Giovanni. Je ne sais plus, j'ai noté. Ouais, La Chambre de Giovanni, qui était un roman de James Baldwin, qui était un récit initiatique justement d'un homme qui découvre son homosexualité. Bon, moi, je ne connaissais pas, mais c'est un livre assez connu, mais un roman qui était interdit en Pologne à ce moment-là, sous la dictature communiste, quoi. Alors après le camp de travail, donc ils vont essayer encore de se revoir, mais ils vont suivre chacun des chemins un peu différents, parce qu'autant le narrateur Ludwig va plutôt vouloir rentrer, peut-être pas exactement en résistance, parce qu'il n'a pas tout à fait l'esprit, en tout cas en opposition certainement avec le régime, autant Janus va lui essayer plutôt de s'élever, on va dire, dans l'administration, en politique, etc. Et donc forcément, ben, la relation va plus pouvoir se faire exactement. Donc c'est un premier roman. C'est ça qui est, je trouve, encore une fois,
tout à fait remarquable, c'est d'atteindre un très grand, vraiment un aboutissement. Donc, je trouve que c'est assez court finalement, je sais plus, ça fait 200-250 pages, alors que souvent, je pense dans un premier roman, on a envie de tout mettre, hein, de mettre tout ce qu'on a en soi. Mais là, c'est presque l'inverse, il y a justement pas une phrase en trop. L'écriture est extrêmement délicate, ça c'est ce qui m'a le plus marqué. Et alors, ben oui, forcément, puisqu'on se connaît, Maxime, je me suis intéressé un peu plus à la Pologne, mais néanmoins, bon, 1980, dictature, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, donc c'est aussi une bonne piqûre de rappel de ce qu'était ce pays à ce moment-là. Donc vraiment très très belle découverte. Il y a pas, donc le roman est sorti d'abord en anglais en 2020, en français donc cette année en 2023, nouveau chez un tout petit éditeur qui s'appelle La Croisée, les éditions La Croisée, avec de nouveau, là, il a été très remarqué par la critique en fait, hein, donc vraiment bien mis en évidence. Et la couverture est très jolie aussi. On est souvent habitué, c'est vrai, avec les grands éditeurs comme Gallimard, à avoir des couvertures blanches ou même Grasset jaune, où on ne voit rien du tout. Ça, c'est très français hein, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas ça du tout aux États-Unis. Autant là, la couverture est vraiment très très jolie et donne envie en plus de découvrir le roman. Voilà, donc vraiment très très belle découverte que je conseille absolument. J'ai aussi eu l'occasion de lire Cœur faible de Dostoïevski. Deux amis assez proches qui partagent un appartement dans une ville de province en Russie. Le premier annonce au deuxième qu'il va se marier, mais lui-même est affolé. C'est un mélange en fait d'affolement et de manque d'énergie, qui est un petit peu typique, ce qu'on peut voir avec Dostoïevski, avec des mélanges très opposés dans les émotions. Son ami, lui, quand il apprend la nouvelle, il est fou de joie pour lui. Il lui promet qu'il va les couvrir de présents, de cadeaux, d'attention. Il planifie lui-même plein d'étapes pour le futur marié. Il prévoit notamment de s'installer avec eux, tandis que le futur marié, lui, ne réagit presque pas. Il est amorphe, il a une certaine apathie. Il est tourmenté au même moment par une mission qu'il a reçue d'un militaire local. Il s'agit d'écrire un rapport quelconque. Ce futur marié va procrastiner, comme on sait tous le faire. Il est tétanisé par les événements, mais aussi par la pression ambiante qui est peut-être, que l'on voit, qui est représentée par son ami, et puis par cette tâche, ce rapport qui semble être si important à ses yeux. Et il va se renfermer de plus en plus jusqu'à en perdre la tête, jusqu'à en perdre la raison. On voit ici en fait une œuvre avec une belle comparaison avec un État totalitaire qui s'immisce de plus en plus dans les affaires privées des citoyens, avec des travaux qui n'ont pas toujours un sens, mais qui sont obligatoires, qui doivent être terminés, pour lesquels on procrastine. C'est une œuvre un petit peu à l'opposé de ce que fait Dostoïevski. A écrit pas mal, évidemment, d'œuvres plutôt du style pavé, si on peut dire. Quand on pense à Dostoïevski, c'est souvent les frères Karamazov ou Crime et Châtiment, où on est à plus de 400 pages. Mais ici, c'est une œuvre très courte, ça doit faire 100 pages maximum. C'est pas mal aussi pour si on veut tenter de le découvrir, de lire quelque chose de différent. Ça reste abordable, on peut le lire à nouveau à plusieurs niveaux. Prose qui est comme uniquement Dostoïevski peut l'écrire, toujours assez simple, sans trop de fioritures, très clair. Donc ça, il s'agissait du Cœur faible de Dostoïevski. Je faisais la réflexion justement, tu disais découvrir voilà, Dostoïevski, mais en fait, je trouve que tu as un peu l'art de comme ça lire des auteurs très reconnus, enfin classiques, hein, Dostoïevski, tout à l'heure Tolstoï, des œuvres finalement assez méconnues à chaque fois. Oui, c'est pas pour me vanter, mais j'ai déjà lu les autres. Donc... Mais non, mais ils sont non. pas connus. Je veux dire, c'est aussi un choix éditorial entre guillemets. Oui, c'est vrai. J'ai eu l'occasion, je pense, un peu plus tôt dans l'année de lire Crocodile, aussi de Dostoïevski, qui était assez spécial, où un homme se fait avaler par un crocodile, mais le propriétaire refuse de tuer ce crocodile, et donc ce pauvre homme doit continuer à être toujours en vie, communique avec sa femme, va à des expositions, et il s'inquiète pour son travail administratif aussi. Si je me souviens bien. C'était aussi une œuvre assez spéciale. Et pour les autres, il faudrait que je les relise, évidemment, avant de les présenter. Elles sont peut-être plus ambitieuses s'il s'agissait de les détailler, et elles ont été aussi déjà analysées des centaines de fois, évidemment. C'était pas mal aussi de passer celle-ci en revue. Et c'était peut-être aussi, si ça te dit, si tu cherches par exemple un truc chez Dostoïevski, ça pourrait être pas mal. Ok, très bien, c'est noté. Alors, je propose ici, finalement, je fais
pas mal voyagé puisque donc j'ai déjà parlé. Nous voyageons beaucoup puisque on a commencé avec Sylvain Tesson je sais plus si c'était en Asie, en tout cas, je ne sais plus exactement l'endroit exact. C'est en Chine, Au Tibet, oui. Tibet, voilà, c'est ça. Ça dépend qui tu demandes. Oui, ça va, d'accord. Donc on est allé en Inde, on est allé en Russie, en Pologne, et donc maintenant je propose qu'on aille en Irlande. C'est-à-dire ici un peu moins récent, qui s'appelle Sang impur, et l'auteur c'est Hugo Hamilton. Alors bon, c'est sorti en anglais en 2003. Il s'était traduit l'année suivante et ça a eu le prix féminin étranger. Donc ça avait été assez bien reconnu quand même lors de sa sortie en français. Alors il faut quand même mentionner que donc, ça s'appelle Sang impur. Le titre en anglais c'est The Speckled People, donc c'est-à-dire les gens tachetés. Titre qui en fait est beaucoup plus parlant, aurait gagné à être utilisé, aurait gagné à être traduit littéralement en fait. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc ici, par contre, on est dans un roman autobiographique. C'est vraiment l'histoire de l'auteur qui est né à Dublin en 1953. Alors, d'une mère allemande et d'un père irlandais, mais en particulier nationaliste irlandais. Donc, il est, on va dire, un peu violent, sans concession avec ses enfants, à qui il interdit de parler anglais. Ils peuvent parler que la langue gaélique. Ils ne peuvent pas non plus écouter, la mère ne peut pas écouter non plus de musique anglaise. Donc voilà, quelqu'un de très très carré, voilà, qui n'accepte finalement aucune contradiction, qui vit un peu de petits boulots à droite à gauche, mais qui a un caractère de toute façon très difficile. Et donc là, c'est pas, on vit plutôt dans la pauvreté. Et à l'école, c'est difficile aussi pour les enfants parce que le jeune garçon, Hugo, en fait, ils se font un peu maltraités par les autres enfants, parce qu'ils sont d'une part en fait leur père est vraiment très très bizarre, mais en plus ils ont du sang allemand et donc avec ils se font un peu pas très bien voir à cause de ça, et c'est de là qu'en fait vient le titre, les gens tachetés, parce qu'ils sont tachetés à la fois, ils ont en fait les deux nationalités entre guillemets, qui fait qu'ils ne font pas vraiment partie du pays. Alors, ce qui est très très particulier en fait dans ce roman, j'ai trouvé, c'est que donc c'est vraiment pas une vie facile, avec un père, j'ai dit, un peu violent par moment, qui n'hésitait pas à utiliser sa ceinture pour réprimander ses enfants, si notamment il parlait anglais. Et pourtant, c'est écrit sans volonté, sans misérabilisme d'abord, avec une certaine distance, enfin une relative distance, et en tout cas sans condamner les actes du père. Donc c'était assez particulier. Et donc l'auteur, en fait, il cherche pas à prendre sa revanche, quoi. Donc c'est ça qui m'avait assez marqué, malgré tout. Enfin, je trouve qu'on arrive quand même, malgré tout, à être touché par l'histoire. C'est ça, je trouve que les grands auteurs en fait arrivent à faire. Il n'y a pas besoin de sortir les violons pour ça, je trouve. Donc ça c'est, je pense, vraiment à mettre à l'actif du roman. Moi, ça vraiment, ça m'a beaucoup. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Et alors, il faut noter, donc l'auteur n'a pas fait que, il a écrit une suite quelques années après que je n'ai pas encore lu. Mais à côté de ça, je ne sais plus ce qu'il écrit. Je me demande si c'est pas des polars. Donc, c'est pas du tout une veine autobiographique qu'il recycle de roman en roman. C'est presque un pas de côté par rapport à ce qu'il avait déjà pu écrire par le passé et ce qu'il écrira par la suite d'ailleurs. Et est-ce que tu as eu l'occasion de lire cet auteur Non, je connaissais. En fait, non, moi je ne connaissais. En fait, c'est en préparant ici le podcast que j'ai lu qu'il était plutôt auteur de polar. Moi, je ne connaissais que ce roman-ci et sa suite, même si je l'avais pas encore lu, parce que mon impression c'est qu'en France, en tout cas, il est surtout connu pour ce roman autobiographique, qui a été récompensé, je pense, a obtenu quand même un certain succès, en tout cas critique, ça c'est certain. avec un titre plutôt au choc aussi. Oui. Enfin, Si je me rappelle bien la couverture, il y a d'ailleurs, je me demande si c'est pas une photo du jeune garçon sur lequel on a mis sang impur. Ok. Et alors, puisqu'on parlait en fait du Tibet, de la Chine, je vais faire un retour très rapide, même si c'est une œuvre qu'on pourrait lire et relire sans jamais vraiment la saisir complètement, mais qui a fortement influencé justement la Chine et beaucoup de culture asiatique. C'est le Tao. On le connaît parfois comme Tao Te Ching par Lao Tzu. C'est une œuvre, comme je disais, qui est insaisissable et pourtant tellement comprise ou tellement suivie. C'est l'idée, le Tao, c'est l'être et le néant au même moment. C'est aussi tout et pourtant c'est indéfinissable à la fois. C'est l'idée du yin et du yang, les deux extrêmes qui sont nécessaires pour l'équilibre, pour l'harmonie. Donc il est important de voir le yin et le yang pas comme
positif et négatif, mais vraiment comme deux éléments qui forment un ensemble, forment une certaine stabilité. C'est par exemple aussi comprendre que le vase, qui est donc fait de matière, a besoin du néant. Le néant, lui, est nécessaire pour accueillir le contenu, parce que sans cela, le vase serait inutile. C'est en fait une œuvre qui est accessible si on parle du nombre de pages, on ne parle que de 80 ou 100 pages, sous forme de prose assez simple. C'est un certain côté poétique, mais le sens n'est pas toujours vraiment très, très évident, mais ça apporte aussi un certain calme en le lisant. Donc c'est quelque chose qui peut se lire à nouveau, et qui peut se lire tous les ans, qu'on peut garder peut-être comme livre de chevet, qui se détache vraiment de ce qu'on a comme image de religion. C'est plutôt côté spiritualité, sans vraiment donner de conseils non plus sur la vie. C'est inclassable, mais ça reste aussi une belle expérience à lire à son aise. Et la manière dont l'œuvre est présentée, c'est par d'infimes bouts de réflexion. Donc on peut lire quelques pages, on peut lire une seule page par jour. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre les différentes parties. Ça, c'est un petit peu, je dirais, la première étape vers une lecture un peu plus orientée vers l'Est, donc avec ce Tao Te Ching. J'ai quelques autres œuvres qui vont suivre, j'en parlerai un peu plus tard dans différents podcasts. J'ai prévu de continuer sur cette lignée, avec notamment, si je ne me trompe pas, c'est le Bhagavad Gita, qui est une œuvre fondamentale de l'hindouisme, et d'autres. Donc c'est un petit peu l'idée d'essayer de comprendre ce qui influence de manière spirituelle différents peuples, et essayer de s'imprégner aussi de ces notions-là, si possible. On va se rapprocher un tout petit peu, donc on reste en Orient, mais on se rapproche un petit peu avec Les Échelles du Levant d'Amin Maalouf. Et là, c'est un roman, donc on se détache vraiment de tout ce qui est spirituel. On va suivre deux frères, deux destinées qui commencent à la fin de l'Empire ottoman, c'est au XXe siècle. L'œuvre se concentre sur Ossian, un des deux frères. Il est le petit-fils du dernier empereur ottoman déchu. Il est du style à beaucoup bouquiner. C'est un petit peu l'intellectuel de la famille. Il va suivre une vie universitaire, plutôt à l'occidentale, en quittant la Libye pour aller en France, où il va habiter à Paris, puis à Nice. Il va aimer, il va apprendre, il aidera même la France en tant que résistant lors de la Seconde Guerre mondiale. Tandis que son frère, lui, il est à l'opposé de tout cela. C'est quelqu'un qui a de mauvaises fréquentations, qui a un désintérêt pour les études, et il y a une certaine tension avec le reste de la famille, avec leur père aussi. Il fera même un passage en prison, mais la situation, un petit peu plus tard, au fil du roman, va changer. Il va prendre le dessus dans cette rivalité entre frères, et jusqu'à un moment avoir le futur de son frère dans la paume de sa main et pouvoir décider pour lui. Donc on voit ici, on a en fait un premier frère, Ossian, qui, j'ai un peu vu ça comme la destinée d'Icare, où on le voit qui grimpe petit à petit les échelons de la société. Il commençait déjà sur un bon piédestal, et il continue de grimper, et puis c'est sa chute, c'est la perte d'une certaine liberté, une certaine naïveté, et peut-être une sorte de désenchantement du monde au fil des événements. J'ai vu ça comme un roman d'apprentissage, avec aussi un côté fiction historique, plutôt léger, mais sur fond de fiction historique, avec un point de vue oriental sur la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ça reste Amin Maalouf qui sait construire des histoires, qui sait écrire et partager toujours de beaux récits. Mais écoute, ça tombe bien que tu parles de tout ça, parce que moi, pour mon dernier livre que je souhaitais en tout cas mettre en évidence ici, c'est aussi un peu une fiction historique avec deux frères, dans un contexte tout à fait différent. Ça s'appelle La douceur de l'eau. C'est écrit par Nathan Harris. Et c'est encore une fois un premier roman. Donc le hasard a fait qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup, enfin pour ma part en tout cas, beaucoup de premiers romans présentés. Mais voilà, il faut reconnaître qu'il y a des choses assez marquantes. Donc ça a été écrit en 2021 et traduit en français en 2022. Et c'était publié chez Philippe Ray. C'est pas encore en poche, mais je pense que ça va bientôt sortir en poche.
Et alors pour info, ici, ça faisait partie de la dernière sélection du Grand Prix littérature américaine. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup les auteurs américains, donc forcément les sélections du Grand, même si c'est un prix remis par Français, forcément il y a une certaine sélection qui se fait sur les romans américains. Donc moi c'est toujours une liste que je regarde avec beaucoup d'attention. Donc il n'a pas gagné, hein, mais il faisait partie des trois derniers de la shortlist. Et donc ici en fait on est en Géorgie pendant la fin de la guerre de sécession. On trouve d'abord un homme propriétaire terrien, on va dire, mais enfin, qui n'exploite pas ses terres, donc il n'a pas d'esclaves, et on est vraiment à la fin de l'esclavagisme aussi. Et donc ce propriétaire, Georges, donc il n'avait pas d'esclaves, mais il se promène à un moment sur ces terres un peu triste en fait. Il a un peu perdu de sens à sa vie aussi, parce qu'en fait son fils qui avait été appelé à la guerre est mort, enfin on l'a annoncé qu'il était mort, mais donc il vit encore avec sa femme, mais en tout cas voilà, il erre un peu comme ça sur son domaine. Et lors de cette errance, il va tomber sur deux frères noirs, ex-esclaves, parce qu'ils ont été affranchis. Ils ont été affranchis, mais alors ils n'ont nulle part où aller, parce qu'ils n'ont rien, quoi. Ils ont juste, on leur a dit, vous êtes libres, mais maintenant, débrouillez-vous finalement. Et comme le propriétaire Georges est un peu perdu, il va, grâce à eux, en fait, il trouve finalement un peu un moyen de passer outre, on va dire, de construire quelque chose d'autre. Et donc, il leur dit, écoutez, est-ce que vous accepteriez quand même de cultiver des arachides, en fait, hein, donc sur une partie de sa terre, mais évidemment en les employant, pas en tant qu'esclaves. Et donc, ensemble, ils vont essayer voilà, cette culture. Ce n'est pas beaucoup de matériel. En tout cas, le terrain aussi n'était pas fait. Il faut beaucoup le déblayer d'abord. Et donc, ils vont faire ça à trois. Mais ça va inévitablement attirer des... En tout cas, il ne va pas être très bien vu par du reste de la population, parce que donc, on est à la fin de la guerre de sécession, mais l'esclavage n'est pas tout à fait terminé. Forcément, lui, il les paye, donc ça crée des tensions entre ses grands propriétaires et lui. Et voilà. Et donc, ce que je trouve qui était intéressant, c'est vraiment comment petite et grande histoire se conjuguent. Et ça, c'est encore une fois très très bien fait ici. C'est pas un épisode qu'on connaît. J'ai lu après que l'auteur, en fait, il s'était renseigné. En fait, ce qui l'intéressait d'abord, c'est de se dire, ok, des gens en fait qui ne sont plus esclaves, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc le roman en fait est né de là. Comment est-ce qu'on construit sa vie, son identité, à partir du moment où on est entre guillemets libéré, mais laissé à son propre sort. Alors, ce qui est intéressant aussi un peu plus tard dans l'histoire, c'est que il va y avoir certains rebondissements, et on va se rendre compte que le fils mort, il est peut-être pas mort, et tout ça va de nouveau amener une couche de tension supplémentaire. Bon, évidemment, c'est une traduction puisque je l'ai lu en français, mais c'est extrêmement bien écrit, de manière délicate, fluide. Ça avait un côté du coup même page turner, donc je pense que c'était assez long, c'est plutôt une brique, mais moi je trouvais que les personnages étaient tellement humains, certains humains, y compris parfois dans leurs contradictions et dans leurs défauts. Il n'y a pas que des belles personnes, mais en tout cas quelque chose c'est ça, vraiment de terriblement humain, qui faisait que on avait envie vraiment de continuer à les suivre jusqu'au bout. Voilà, c'est le premier roman, c'est maîtrisé, c'est poignant par moments, il y a des épisodes pas spécialement facile non plus. Voilà, mais moi je l'ai lu en début d'année, et je me suis dit, voilà, c'est déjà mon coup de cœur de l'année, et c'est resté mon coup de cœur de l'année. Donc moi, si j'ai vraiment un seul roman à recommander aujourd'hui, c'est celui-là, donc La douceur de l'eau de Nathan Harris. D'accord. Et il est sorti en quelle année? Donc il est sorti en français en 2022. Et il sortira en poche, je pense, prochainement. Et est-ce que tu as encore suivi cet auteur? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, en tout cas pas en français. Après, ça ne fait que... Donc, en anglais, c'était sorti en 2021, donc le temps que ça nous parvienne aussi, si jamais il avait écrit quelque chose d'autre, ce n'est pas anormal qu'on ait rien à ce moment-là. Et surtout, s'il a à mon avis la même démarche que pour celui-ci, je pense que c'est quand même assez long à écrire, parce que, premièrement, c'est assez long. Et deuxièmement, ça nécessite quand même une certaine construction, je pense, de se renseigner aussi, parce qu'on découvre aussi, quand en fait les Yankees, les nordistes arrivent comme ça là-bas, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'ils vont régenter un peu la vie administrative, politique, etc. Tout ne se fait pas sans heurts, bien entendu. Et ça, c'était aussi intéressant. Et d'ailleurs, on a peut-être un peu tendance à voir aussi de nouveau ces nordistes comme les bons qui interdisent l'esclavage, mais c'est pas que ça, et il n'y a pas que des gens recommandables chez eux aussi, quoi. Donc c'est assez nuancé à ce niveau-là également. C'est bon, ça va. Ça me rappelle un petit peu, on avait tous les deux lu, c'était Underground Railroad de Colson Whitehead. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, donc évidemment, c'est pas du tout la même histoire, et c'est aussi un style très très différent. On n'avait pas cette douceur dans l'écriture malgré tout chez Colson Whitehead, même pas du tout. Quelque chose de plus
plus brut dans l'écriture. Parce qu'ici, je trouve que la langue, en fait, est aussi très, très jolie, en fait, et un vrai plus, en tout cas, du livre, que je n'avais pas chez Colson Whitehead, ça m'avait pas spécialement attiré. Non, c'est vrai que cette écriture avait été un peu peut-être moins sensible. Et alors, je vais faire une transition, faire une œuvre, c'est déjà, je pense, sûrement ma deuxième, qui est plutôt de style non fictionnel, donc non romanesque. C'est L'art du roman de Kundera. Kundera qui malheureusement est décédé en 2023, récemment, non, mais qui partage son opinion sur le roman en lui-même, ce qu'est un roman, l'art du roman, avec de belles réflexions aussi. Il partage notamment la réflexion d'Hermann Broch, qui nous dit que découvrir ce que seul un roman peut découvrir, c'est vraiment la seule raison d'être d'un roman. Parce qu'un roman qui ne va rien découvrir, même pas une portion jusque-là inconnue de l'existence, c'est un roman qui est immoral. Il va aussi partager une belle réflexion sur, par exemple, Don Quichotte et Jacques le Fataliste, les œuvres de Cervantes et de Diderot. Des œuvres où on voit dès le départ que l'on peut partir librement à l'aventure, avec un espace qui ne connaît aucune frontière. On est au milieu d'une Europe pour laquelle l'avenir ne peut jamais finir. Et puis, il va nous montrer cette transition, par exemple, au niveau temporel, où on transitionne vers Balzac, où on perd cette oisiveté qu'avaient Cervantes et Diderot, avec des institutions qui apparaissent tout d'un coup. On parle, par exemple, de l'armée, du monde de la finance, de l'État, des crimes. Et on est déjà en fait monté dans le train de l'histoire, c'est comme ça qu'il l'indique. Lui, il commence aussi à regretter le fait que le roman soit petit à petit subisse une sorte d'effet de réduction, avec un roman qui est maintenant passé dans les mains des médias, qui sont maintenant devenus des agents pour unifier l'histoire planétaire, qui distribuent des romans qui sont simplifiés, peut-être qui doivent être susceptibles d'être acceptés par le plus grand nombre, avec une certaine homogénéité entre les romans. Il regrette notamment que le roman ne soit plus cette œuvre qui est une chose qui est censée durer à travers les âges, qui est censée joindre le passé à l'avenir, mais qui est maintenant simplement un événement d'actualité, comme d'autres événements, une sorte de geste sans lendemain. C'est comme ça qu'il en parle. Avec des réflexions sur plusieurs œuvres, j'apprécie aussi des réflexions sur ce que Kafka avait écrit, qui est en fait un compatriote de Kundera, et il fait une référence notamment au livre Le Procès, où on voit que le protagoniste n'a aucune apparence physique, il n'y a aucune biographie, il a à peine un nom, c'est K ou Joseph K. Il n'a pas de souvenir, pas de penchant, pas de complexe. Lui, ce qui l'importe, c'est uniquement sa situation immédiate. Donc, dans le procès, on l'accuse de quelque chose sans le nommer. Il est censé se rendre au tribunal pour être jugé. Et c'est tout ce qui va en fait l'obséder. Le pauvre protagoniste sait que faire. Quelle est ma prochaine étape? Est-ce que je dois me rendre à cet interrogatoire ou est-ce que je dois essayer de l'esquiver? Et donc, toute sa vie va être absorbée par cette situation. Il partage aussi un moment plus cocasse, peut-être plutôt triste aussi pour un auteur, où on voit que lors de la traduction de son livre La plaisanterie, le livre a été traduit par exemple notamment en français, et quand il rencontrait des traducteurs, il leur demandait, il lisait ces traductions, il ne les trouvait pas toujours de très grande qualité, il voyait beaucoup de différences avec l'œuvre primaire, et en fait il s'est avéré que dans beaucoup de cas, les traductions ont été écrites à partir d'une autre traduction, une traduction par exemple française, ce qui dénature un petit peu le but du texte. Il y avait d'autres cas où le traducteur ou la traductrice avait totalement revisité des passages en coupant par exemple une longue partie de texte, en le découpant en de toutes petites phrases, des phrases plus simples, plus courtes, dénaturant donc la logique et l'idée de Kundera derrière ces passages. Je partage comme ça quelques anecdotes qui sont intéressantes, parce qu'on prend souvent un livre sans une traduction sans y penser, mais il y a aussi eu probablement quelques conflits derrière, avec des traducteurs qui pourraient prendre leurs aises, prendre des initiatives qui pourraient heurter le produit fini. Et alors, le dernier dont je voulais parler, c'est Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro. Ça, je pense que tu as l'occasion de lire.
Oui, il y a Thibaut, mais déjà il y a quelques temps. ouais, beaucoup d'années, je pense. Mais par contre, je ne sais pas si on en a déjà parlé ici dans le podcast. Dans le cadre des Nobel, peut-être. D'accord. Alors, pour être court, simplement, donc c'est le récit d'une infirmière, une sorte de personne care, va s'occuper d'autres personnes. Elle a remémore son enfance aussi. Elle est orpheline. Elle a grandi dans un pensionnat assez strict et atypique, où elle va rapidement forger une amitié type triangulaire avec deux autres enfants. Et on va suivre ces enfants à travers cette amitié en triangle et puis cet amour en triangle aussi. Ce pensionnat est assez particulier, comme je le disais, parce que c'est un apprentissage qui est assez étrange, développe beaucoup la poésie, la culture, on évite certains sujets qui pourraient fâcher. Et au départ, ça donne un peu l'impression d'essayer d'émuler une culture d'élite ou une sorte d'éducation alternative. On pense par exemple à Montessori ou des choses du style. Mais les enfants vont commencer petit à petit à comprendre que cet environnement dans lequel ils vivent est différent de la norme. Ils se posent pas mal de questions sur ce qu'ils vivent au jour le jour, sur le monde extérieur. Il y a un côté roman d'apprentissage aussi. On passe de la presque petite enfance à l'adolescence, avec au final la vie adulte, avec des crises, de bons souvenirs, des déchirements, des retrouvailles. Et un thème de fond qui te fera plaisir, mais dont on parle très peu, en fait, il y a un tout petit côté science-fiction, évidemment. Il faudra le lire pour comprendre, mais ça reste plutôt une sorte d'excuse, une sorte de fil conducteur pour permettre à l'auteur de dévoiler son histoire. Et alors simplement au niveau science-fiction, un livre que je lirai sûrement cette année, c'est Clara and the Sun. Je pense que c'est Clara et le Soleil, du coup, qui est un beau succès aussi de cet auteur-là. Est-ce que ça te parle? Non, ça pas du tout. C'est un livre qu'on m'a déjà recommandé quelques fois, donc je pense que je me lancerai cette année. Et toi, est-ce qu'il y a quelques livres que tu as dans le viseur? Oui, certainement. Moi, ce qui est prêt déjà, c'est le concours de cette année, enfin de 2023 plutôt. Et évidemment, le nom m'échappe. Il a en tout cas, donc, c'est un concours qui a bien démarré parce que celui de l'an passé, niveau vente, c'était pas trop ça. Et en plus, il y avait une petite polémique parce qu'au niveau du jury, en fait, il n'était pas du tout d'accord. C'était 5-5 et donc c'est le président de l'académie qui avait dû mettre sa voix prépondérante, on va dire. Mais donc ici, par contre, et plus ouais, niveau littéraire, apparemment, c'était très très partagé. Autant ici, apparemment, on a quelque chose de à la fois très romanesque. Donc moi déjà, ça c'est plutôt pour moi, avec une histoire qui s'écoule comme ça sur plusieurs années, assez épais, bien écrit apparemment, d'après les critiques. Et donc là, on a typiquement je trouve ce qui est chouette, c'est un concours populaire. Donc on a un roman qui plaît à la fois à la critique et au public. Donc ça, c'est plutôt à saluer. Ça a l'air très bien. Du coup, je n'ai pas du tout regardé. C'est le Goncourt 2023. C'est Jean-Baptiste Andrea et le livre s'appelle Veiller sur elle. Voilà. Si je me souviens bien, il s'est fait quand même pas mal descendre par la critique, où il y avait tout un mouvement de presse contre lui, non? Pas tant que, enfin, ça dépend quelle critique, parce que en fait, moi j'ai quand même lu des trucs assez élogieux. Je pense que je vois un peu, je vais pas critiquer là tout de suite, mais je pense voir d'où ça peut venir. Mais non, franchement, ça avait l'air plutôt pas mal. Et alors, un truc que je vais certainement faire cette année aussi, c'est que je vais relire Le Seigneur des Anneaux. Ah, d'accord. J'avais relu le Hobbit l'an dernier et je ne sais pas, j'ai une petite envie d'heroic fantasy, donc je vais reprendre ça. Est-ce que tu as lu, bon, ça c'est du même auteur, mais Silmarillion? Silmarillion, non, non. Par contre, j'ai acheté deux autres romans moins connus de Tolkien, mais qui sont aussi qui se déroulent aussi dans la Terre du Milieu, donc dans le même univers. Les contes de je ne sais plus qui et l'autre j'ai oublié, donc j'en ai même acheté deux autres et je me suis dit ça je prendrais bien aussi après. Voilà. Et alors après, ce que je lirai aussi certainement, c'est Fabrice Caro, Journal d'un scénario. Je regarde parce je l'ai juste à côté de moi. Et là, Fabrice Caro, en fait, donc, à la fois un auteur BD sous le nom de Fab Caro et qui est particulièrement dans l'actualité de fin 2023, on va dire, puisqu'il est scénariste du dernier Astérix. Mais il ne fait pas que ça. C'est un auteur assez prolifique. Mais à côté de ça, il écrit également. Et pour l'avoir déjà lu 2 ou 3 fois, notamment Le Discours qui avait été adapté en film, c'est hilarant. Moi, c'est un des seuls et même très très rares auteurs qui arrive à me faire rire quand je le lis, voilà, ça n'arrive quasiment jamais, mais oui, c'est vraiment formidable. Alors, Journal d'un scénario, en gros, c'est l'histoire d'un scénario qui se fait refuser partout, sauf si l'auteur accepte de changer
et de voir changer, presque de dénaturer complètement ce qu'il avait écrit, quoi. Donc c'est ce qui va résister, ce qui va pas résister, etc. Voilà. D'accord. Est-ce que tu avais lu Zai 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 Zai? Non, mais j'ai lu, donc après le discours, j'avais lu, ah non, m'échappe maintenant, mais pas celui-là, non, pas Zai 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 Zai. Ok. Parce que celui-là, je le connais de titre depuis très longtemps, mais je n'ai jamais fait l'effort de lire. Broadway, je pense que j'ai lu Broadway. D'accord. Mais franchement, c'est jamais très très long en plus, hein, donc c'est l'occasion en plus de lire quelque chose d'assez assez atypique, hein, parce que si à l'écrire, c'est beaucoup d'humour et on rit à chaque page. Ok, ouais, ça va, ça me tente. Alors je ferai l'effort de le lire aussi. Peut-être ce Zai 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 du coup. Et toi, tu as déjà programmé certaines choses? Eh bien, alors il y avait la plus secrète mémoire des hommes, dont on en avait un petit peu parlé offline. J'avais lu une page et demie en étant un petit peu malade, donc là il faudrait que j'y retourne. Et puis à part ça, pas vraiment planifié de choses, mais pour sûr je vais trouver de quoi lire. Ouais. J'ai pas mal de livres. Je viens de faire un nouvel achat aussi. Ça te dit peut-être quelque chose? Proust, Rigoncourt, de Thierry Laget. Je pense que j'ai dû voir ça un moment, mais je ne me rappelle plus du tout. C'est un petit peu un retour historique sur toute la tempête médiatique qu'il y a eu au moment où il a reçu le prix Goncourt. Ah oui, ça. Donc, il y a un côté un peu historique. Ça pourrait peut-être être intéressant de lire ça aussi. Mais ça, c'est un parmi beaucoup. Donc, pour l'instant, rapidement à la bibliothèque, là. Est-ce que tu connais, est-ce que ça te parle, Joël Dicker? Oui. Je sais que c'est plutôt assez populaire. J'en ai quelques-uns ici que j'avais achetés à l'époque, mais je n'ai pas encore fait l'effort. Oui, moi j'en ai lu un. Et moi, je suis pas franchement convaincu. je donnerais peut-être une chance aussi. Hein. Ouais, donne-lui une chance, hein, parce que je pense qu'autour de moi, je suis le seul à penser ça, donc j'ai pas du tout un avis représentatif de ceux qui le lisent. Moi, je trouve que c'est souvent trop long. Enfin, souvent, non, j'en ai lu qu'un, mais pour moi, il y a moyen de retirer au moins, parce que c'est assez épais. Hein. Pour moi, il y a moyen de retirer 100 à 150 pages très facilement. Et non, l'intrigue m'avait pas convaincu. Donc, non, mais je suis peut-être difficile. Hein. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que chaque volume est fait dans les 500-600 pages. C'est ce qui m'a un peu rebuté jusqu'à présent. Ça pourrait tenir, hein, mais là, je trouve que ça n'allait pas. D'accord. Voilà. Mais tu me diras quand tu l'auras lu. Et puis, alors j'ai quelques-uns de Julian Barnes. Fracas du temps, par exemple, que j'ai failli commencer, que j'ai mis de côté pour l'instant. Donc, sûrement cela. Une fille qui danse, ça, je crois que tu l'as lu. Ça, c'est un de mes. Ça fait partie de mon panthéon littéraire, on va dire. D'accord. Et puis, alors, il me reste aussi quelques-uns de Kundera aussi. Et Knausgaard. Donc, étant donné qu'il en a sa série autobiographique, on a 7. Je pense. Je lirai bien un 3e d'ici peu, et sûrement un Proust aussi. Donc voilà quelques œuvres lâchées à la volée. Très bien. Donc alors on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ici on clôture l'épisode avec ce qui nous a plu en 2023, ce qu'on peut conseiller pour 2024. Je dis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Salut Max. À la prochaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.